Et si chaque crime, meurtre, vol et acte de corruption devenait soudainement intouchable par la loi? Ce n'est pas un bug à la Grand Theft Auto avec un niveau de recherche 5 étoiles. C'est un bouclier juridique protégeant certains responsables étrangers contre arrestations, poursuites et sanctions. En théorie, cela facilite la diplomatie, mais en pratique, de graves infractions restent impunies. Aujourd'hui dans The Infographics Show, nous expliquons le fonctionnement et les limites parfois dangereuses de l'immunité diplomatique. Les accords protégeant les diplomates existent depuis l'Antiquité. Les rois envoyaient un émissaire dans un royaume rival, avec l'assurance que personne ne risquait sa vie. Même sans loi, nuire à un émissaire était vu comme une rupture de confiance déshonorante, selon Thucydide. Athènes a exécuté des émissaires spartiates venus négocier la paix vers 400 avant Jésus-Christ, un acte considéré comme une grave violation du protocole. L'immunité diplomatique moderne trouve ses origines au Congrès de Vienne, 1814-1815, réunissant les puissances européennes après la défaite de Napoléon. L'immunité a été officiellement codifiée dans le droit international en 1961 par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, fondement des protections actuelles. Après cela, pratiquement toutes les nations du monde se sont alignées, permettant aux diplomates étrangers d'accomplir leur mission sans aucune ingérence. L'objectif du traité était de consolider le développement de relations amicales. Il y a des règles, même si le pays hôte n'est pas toujours obligé de les respecter. Surtout si le diplomate est en réalité un agent secret de la CIA qui se prend pour John Wick. Des rafales tirées dans les rues suivies de départs calmes après des exécutions sommaires ont réellement eu lieu. Jetons d'abord un œil au règlement. D'après l'article 9, un pays hôte peut déclarer persona non grata tout diplomate étranger non désiré. La loi impose au pays d'origine de rappeler le diplomate ou de mettre fin à sa mission rapidement. Si la demande est refusée, le pays hôte peut cesser de reconnaître cette personne comme diplomate. Mais tant qu'un diplomate est en poste, le pays hôte n'est pas autorisé à envoyer la police ou des agents dans sa résidence pour fouiller à la recherche de documents. Ils n'ont aucun droit de prendre quoi que ce soit. Même soupçonné, le domicile d'un diplomate reste inviolable. Sauf accord entre les deux pays contournant le droit international, les courriers diplomatiques doivent pouvoir livrer des objets ou messages sans interférence. Tout ce qui est envoyé dans une valise, même une grande caisse diplomatique, est strictement interdit aux autorités. Et si un courrier a été officiellement désigné pour la livrer, cette personne est également immunisée contre toute arrestation ou détention. Mais cela ne s'applique pas à votre livreur DoorDash, et nous savons à quoi vous pensez. Cela veut dire que les diplomates pourraient transporter des armes ou de la drogue s'ils le souhaitent. Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, recevait ses cigares cubains par valise diplomatique. Les diplomates ne sont pas censés agir illégalement, donc on laisse leurs valises tranquilles. L'article 29 de la loi est le plus important, car il stipule que les diplomates ne doivent pas être arrêtés ou détenus, ou du moins que le pays hôte doit tout faire pour éviter que cela n'arrive. Ils devraient être immunisés contre les poursuites civiles et pénales devant un tribunal, tout comme leurs familles, qui sont également protégées par l'immunité diplomatique. Si un ambassadeur a un fils adolescent difficile, grand consommateur de cannabis ou conducteur imprudent de voitures de sport, il pourrait causer toutes sortes de problèmes et rester pratiquement intouchable par la loi locale. Et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Restons-en aux règles. L'immunité ne donne pas au diplomate et à sa famille un bouclier totalement impénétrable contre toute responsabilité. La loi protège la dignité des personnes concernées. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez faire du trafic d'armes et repartir librement avec un badge, comme dans les films. L'immunité pénale n'est levée qu'avec l'accord du pays d'origine du diplomate. Dans ce cas, le diplomate, sa famille ou un espion peuvent être inculpés et condamnés par un tribunal comme tout citoyen. Certains pays refusent de lever l'immunité même si leur diplomate a de sérieux problèmes, et les diplomates ne peuvent y renoncer eux-mêmes. C'est entièrement à la discrétion de leur pays d'origine. Donc, même si les diplomates ne se promènent certainement pas avec une carte sortie de prison gratuite dans leur poche, ils bénéficient tout de même d'une grande protection. Même inculpés, ils obtiennent souvent des accords avantageux, ou un traitement indulgent. En mai 2002, un homme de 21 ans a été abordé par deux individus devant une station de métro de l'ouest de Londres. Voyant le reflet d'un couteau, il a dû donner le code numéro d'identification personnelle de sa carte bancaire. Secoué et effrayé, il s'est précipité chez lui, dans sa maison de la banlieue londonienne, et a raconté à son père ce qui venait de se passer, et le père est entré dans une colère noire. Mais ce n'était pas n'importe quel père. C'était le sergent-major Jairo Soto Mendoza, des services de sécurité colombiens,
vétéran des forces spéciales ayant déjà connu beaucoup de violence dans son pays. Ce n'était pas le genre d'homme qu'on voulait contrarier à moins d'avoir un désir de mort. Soto Mendoza et son fils sont partis dans les rues pour traquer les agresseurs, et ils les ont rapidement retrouvés dans un magasin près des lieux. Les voleurs se sont enfuis, et Soto Mendoza s'est lancé à leur poursuite. La suite reste floue, mais l'un des agresseurs, Damian Broome, a fini avec un couteau dans la poitrine. Il est mort plus tard à l'hôpital de ses blessures, selon la British Broadcasting Corporation. Le diplomate a tué le voleur sous la colère. Selon le procureur, le coup de couteau était une attaque délibérée pour causer de graves blessures. La police a vite arrêté M. Soto Mendoza, accusé de meurtre. Le problème, c'est qu'en tant qu'attaché militaire à l'ambassade de Colombie à Londres, il bénéficiait de l'immunité diplomatique selon le droit international. Selon The Telegraph, seul le gouvernement colombien pouvait permettre le jugement en levant l'immunité. Sauf si la Colombie retire leur statut diplomatique, la mesure la plus forte que les autorités britanniques peuvent prendre est leur expulsion. La Colombie a levé l'immunité, le procès s'est tenu et l'affaire est vite devenue un incident international. Tony Blair, alors dirigeant britannique, aurait évoqué la question avec le président élu colombien, Álvaro Uribe. Incarcérer un diplomate est grave et peut nuire aux relations économiques et politiques. On pourrait croire que la Colombie exporte surtout de la cocaïne vers le Royaume-Uni, mais en réalité, l'essentiel des échanges concerne l'énergie, l'environnement et les services financiers. Donc, ce n'est pas surprenant. La presse britannique a ensuite évoqué Soto Mendoza en larmes lors de son acquittement pour le meurtre, prévoyant son retour en Colombie. Les articles précisaient que le procureur n'avait pas convaincu le jury qu'il avait tué Broome intentionnellement. Soto Mendoza a reconnu s'être servi de sa formation dans les forces spéciales et affirme que le couteau de Broome s'est retrouvé accidentellement dans sa poitrine lors de la lutte. C'est simplement l'une de ces choses qui arrivent en bagarre. Le retrait du bouclier diplomatique a sûrement influencé le résultat. La belle-mère de Broome affirmait aux journalistes « Cet homme bénéficie de l'immunité diplomatique. On ne peut pas tuer les enfants des autres. Ce n'était cependant pas le monde réel. » La famille de M. Broome avait eu un aperçu de la façon dont le monde fonctionne réellement pour les puissants. Mais, comme le montre cette histoire trouble, tous les diplomates ne s'en sortent pas après un meurtre. En 1997, Georgi Makaradza a quitté une célèbre taverne grecque à Washington, district de Columbia, après avoir passé la soirée à manger et boire beaucoup d'alcool avec des collègues en costume. Makaradza était monté en titubant dans sa voiture de luxe et a filé à toute allure à travers le cœur de la capitale du pays. La police a tenté de l'arrêter, mais il a fui, provoquant une course-poursuite. Il a perdu le contrôle, percuté une voiture, causant un carambolage de 5 véhicules qui a tué une fille de 16 ans et blessé 3 personnes. Aux États-Unis, c'est un crime grave qui peut entraîner une accusation de meurtre, une condamnation et une longue peine de prison. Mais ce n'était pas n'importe qui. Makaradza, 35 ans, était le numéro 2 de l'ambassade de Géorgie à Washington. Il ne pouvait être poursuivi en raison de son immunité diplomatique. Le département d'État a dû intervenir et discuter avec le gouvernement géorgien pour lever l'immunité. Makaradza était important. Il avait fait la une des journaux des années plus tôt lorsqu'il avait fait défection de l'Union soviétique vers les États-Unis, après quoi les États-Unis avaient refusé de l'extrader. Mais malgré le fait qu'il soit en quelque sorte un héros de la guerre froide, il a été condamné à une peine de 7 à 21 ans de prison pour homicide involontaire. Vu la gravité de l'accident et la sévérité de Washington District de Columbia dans ces cas, Makaradza a eu de la chance d'éviter une condamnation pour meurtre au second degré. Si une personne ordinaire avait fait exactement la même chose avec le même résultat, elle aurait presque certainement risqué une peine de 15 ans à perpétuité. Makaradza serait libéré dans 3 ans, et il purgerait seulement 2 années supplémentaires en Géorgie. Mais le fait qu'il ait écopé d'une peine de prison a été perçu comme une forme de justice. La procureure adjointe Catherine Winfrey a affirmé que la sentence montre que l'immunité diplomatique sert de bouclier, pas d'arme. Elle voulait rappeler que les diplomates ne pouvaient pas échapper à la justice après avoir tué, contrairement à l'idée reçue du public. Prenons le cas de Harry Dunn. En 2019, roulant à moto sur une route rurale anglaise, il a été percuté de plein fouet par une voiture. Il est mort plus tard de ses blessures. Les enquêteurs ont vite révélé que le conducteur roulait à contresens. Harry Dunn, d'X9 ans, n'avait aucune chance, comme toute personne ordinaire en Grande-Bretagne. Cela aurait sans doute été un décès dû à une conduite dangereuse, puni d'une lourde peine de prison. Mais cela ne concernait pas Anne Sakoulis, une américaine liée à une agence du renseignement américain. La raison pour laquelle elle se trouvait en Angleterre était qu'elle avait été affectée près d'un poste d'écoute, le genre d'installation construite pour intercepter des conversations, là où son mari de la CIA travaillait. De plus, Sakoulis avait déjà un passé de conduite imprudente aux États-Unis,
et avait eu des ennuis avec la police pour manque d'attention au volant. L'avocat de la famille Dunn a appris que, le jour de l'accident, le téléphone habituel de Sakoulis avait été totalement effacé. Il n'est pas certain qu'elle ait appelé la police, mais Sakoulis a coopéré avec eux, bien qu'il ignorait si elle avait l'immunité diplomatique. Un diplomate du Foreign Office a envoyé un service de messagerie courte à un responsable américain. Ce n'est évidemment pas nous qui approuvons leur départ. Mais je pense que vous devriez vous sentir en mesure de les mettre dans le prochain vol. Cela ressemblait beaucoup à un contournement des règles, avec l'aide d'agents américains au Royaume-Uni. Elle a quitté le pays en avion privé avant toute demande de levée d'immunité, si tant est qu'elle en ait eu une. On n'obtient généralement pas l'immunité simplement parce que son conjoint travaille dans une station d'espionnage britannique. Les avocats ont dit à la famille Dunn que Madame Sakoulis n'était pas couverte. Le nom de son mari n'étant pas sur la liste officielle des diplomates, elle était maintenant une fugitive. La famille Dunn s'est envolée pour les États-Unis afin de se battre pour la justice, mais bien sûr, justice n'a pas été rendue. Il a été rapporté que le président Trump avait donné l'autorisation aux responsables de proposer une compensation à la famille, et que les États-Unis étaient prêts à faire un chèque. Mais les Dunn ont refusé. Les médias ont rapporté que les liens de Sakoulis avec la CIA et la relation privilégiée du Royaume-Uni avec Washington assuraient que l'affaire serait étouffée diplomatiquement. La famille a demandé son extradition. Sakoulis était inculpée d'homicide involontaire par conduite dangereuse, passible de 14 ans de prison. Elle a été jugée par contumace, reconnue coupable d'une infraction moindre et condamnée à 8 mois avec sursis et 1 an d'interdiction de conduire. Cela importait peu car elle était en sécurité aux États-Unis. Londres et Washington ont évoqué une faille juridique concernant son immunité. Les critiques disaient qu'ils improvisaient. Cette faille, si elle a existé, a été discrètement corrigée. Les médias ont ensuite rapporté que des responsables américains sont souvent impliqués dans des accidents de la route au Royaume-Uni et parfois prennent la fuite. Cela dit, en 2023, lorsqu'un Américain, lié au service secret, a percuté une infirmière et l'a laissée grièvement blessée, l'histoire s'est déroulée de manière très différente. Il a manqué l'audience au tribunal, mais les États-Unis l'ont extradé, où il a purgé 32 mois de prison. En 2024, la presse britannique a rapporté que le Foreign Office avait admis que des diplomates et leurs familles s'étaient livrés à ce qu'il a qualifié d'orgie criminelle en 2023. Cela allait de l'inconduite sexuelle et de l'outrage public à la cruauté envers les enfants, voire à la détention d'images indécentes sur disque dur. Il y a eu 9 cas d'infractions graves. Les pays impliqués comprenaient le Portugal, l'Irak, le Ghana, la Libye et la Mongolie, et pas une seule personne n'a été condamnée. Rappelez-vous, cela concerne environ 26 500 personnes au Royaume-Uni, bénéficiant de l'immunité diplomatique ou d'organisations internationales. Mais les diplomates ont tenté leur chance partout. En Allemagne, en 2025, il a été rapporté que des diplomates de différents pays conduisaient souvent leurs voitures diplomatiques. Ignorant le code de la route, la police allemande a infligé des milliers d'amendes, que les diplomates refusaient grâce à leur immunité. Il y a eu 18 000 infractions routières au total, mais seulement 2 500 voitures diplomatiques, soit une moyenne de 7 infractions par voiture. L'Arabie Saoudite était la pire, suivie des États-Unis et de l'Irak. L'Italie, l'Ukraine et l'Égypte étaient en tête de liste. En 2023, cela équivalait à près de 379 000 € d'amende de circulation, toutes impayées. Il ne s'agit pas seulement d'excès de vitesse ou d'oubli de clignotants en 2024. Les voitures des diplomates en Allemagne ont été impliquées dans 48 incidents faisant 19 blessés, dont un grièvement, et un mort dans 28 cas. Les conducteurs ont pris la fuite, ce qui, en soi, est généralement un motif d'emprisonnement de 3 ans. Ensuite, il y a les personnes qui s'occupent de tout le nettoyage dans les consulats et les ambassades, le personnel domestique. Leurs employeurs évoluant dans une zone grise juridique, les abus sont fréquents. De nombreux reportages relatent des travailleurs maltraités, sous-payés ou victimes de trafic par des diplomates. En 2023, 2 domestiques philippines ont poursuivi la mission pakistanaise en Suisse, affirmant avoir été victimes de trafic et privées de salaire, ce qui aurait aussi eu lieu aux États-Unis. En 2017, des travailleuses domestiques ont protesté devant le consulat allemand, à New York, pour dénoncer des salaires impayés. 2 personnes travaillant jusqu'à 11 heures par jour dans une maison de 6 chambres et 6 salles de bain tout en s'occupant de 4 enfants. Le salaire minimum à New York était alors de 12 à 13 $, mais elles touchaient à seulement 4 $ de l'heure. Elles ont porté plainte, mais leurs cas ont été rejetés à cause de l'immunité diplomatique. Selon les groupes de défense des droits humains, il n'est pas rare que des diplomates exploitent ce système en contournant les règles. Maintenant,
Parlons de ce qui se passe quand les choses tournent vraiment mal. Pour une histoire sanglante, tournez-vous vers Raymond Allen Davis, vétéran de l'armée américaine, devenu contractant de la Central Intelligence Agency au Pakistan. En 2011, à Lahore, Davis a tiré à travers le pare-brise de sa voiture, tuant 2 hommes. Peu après, un Toyota Land Cruiser a roulé à contresens pour l'extraire, écrasant et tuant un 3e homme. Un passant a été écrasé. Davis a tenté de fuir mais a été arrêté et placé en garde à vue. Il a déclaré que des hommes à moto avaient tenté de le voler, mais les preuves montraient autre chose. Il conduisait lorsque les hommes se sont arrêtés devant sa voiture sur des motos à un feu rouge. Davis a braqué son arme sur le pare-brise et tiré, blessant les 2 hommes dans le dos, ce qui ne ressemblait pas à un vol. Les autorités pakistanaises ont accusé Davis de meurtre, mais le président Obama a affirmé qu'il bénéficiait de l'immunité comme agent du consulat américain à Lahore. Il bénéficiait de l'immunité diplomatique. Mais celle-ci couvrait-elle les exécutions en plein jour et cet accident mortel? Les procureurs pakistanais ont affirmé que même en cas de tentative de vol, la réaction de Davis était disproportionnée. Il a tiré 10 fois sur les hommes, puis sorti de sa voiture, a calmement photographié les blessés avec son téléphone. Des rapports affirment qu'il a tiré 4 autres balles sur les hommes déjà morts au sol. Le président Obama a déclaré qu'il n'était pas question pour lui de lever l'immunité d'un principal diplomate américain, chargé de résoudre les crises. Le sénateur John Kerry s'est rendu au Pakistan pour calmer la situation, mais il est rentré seul aux États-Unis. Si rien ne changeait, l'ambassade des États-Unis au Pakistan risquait d'être le lieu de manifestations massives, voire de violences. Le peuple pakistanais jugeait injuste qu'un Américain puisse tirer dans la rue sans être puni. Les responsables pakistanais ont confirmé plus tard que Raymond Davis et le chauffeur imprudent étaient tous deux de la CIA. Puis on a annoncé leur fuite et leur arrivée en Amérique. Les États-Unis sont revenus en disant que la détention de ces hommes était contraire aux traités internationaux. Ils avaient l'immunité, aucune dérogation n'était accordée, le Pakistan ne pouvait pas entrer chez eux. Mais étant donné les antécédents de Davis, son travail dans les forces spéciales et sa place au sein de la mystérieuse société Blackwater, Washington n'a pas insisté davantage. Les avocats au Pakistan ont soutenu qu'il ne s'agissait pas du travail d'un espion, mais bien d'espionnage, pur et simple, puis l'affaire s'est compliquée. Il s'est avéré que les 2 hommes tués par Davis travaillaient probablement pour l'agence de renseignement interservices du Pakistan, et l'avaient peut-être averti d'arrêter sa surveillance. C'est l'une des théories. Mais Davis n'avait pas fui. Toujours au Pakistan, certains responsables soupçonnaient que les États-Unis envisageaient une évasion hollywoodienne pour le libérer. Les familles des victimes obtiendraient-elles justice? Non, ou seulement selon la définition qu'on donne à la justice. Finalement, les États-Unis ont versé 24 millions aux familles, puis le juge a abandonné l'accusation de meurtre. À ce moment-là, Raymond Davis était probablement allongé en première classe, en train de regarder un film avec Sandra Bullock. Le motif du carnage sanglant de Raymond Davis demeure inconnu, comme d'autres prétendues victimes. Il a ensuite écrit un livre sur le sujet. Il a sans doute été influencé et censuré par le gouvernement américain, donc il faut relativiser. Et même si les diplomates peuvent presque tout se permettre, attendez d'entendre ce que les espions ont réussi à faire. Découvrez 50 faits surprenants sur la Central Intelligence Agency que vous ignorez, ou cliquez sur la vidéo.